Au chapitre 5, nous abordons la problématique de l'immigration. Au Canada, nous avons des lois, mais aussi des politiques qui guident les choix de nos dirigeants en matière d'immigration. Une loi, rappelons-nous que c'est une décision, une règle, qui a été approuvée à la Chambre des communes et aussi au Sénat, c'est-à-dire par le pouvoir législatif. Une politique, par contre, c'est plutôt la façon de penser d'un pays, c'est-à-dire que c'est basé sur les valeurs et les croyances de ce pays. L'immigration est essentielle pour le Canada. C'est pour cela que nous avons créé certaines lois qui régulent l'immigration. La première loi sur l'immigration a été créée dans les années 70, mais plus récemment, en 2002, il y a eu la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Cette loi dit précisément qui peut être accepté au Canada, accepté comme résident permanent. Un résident permanent, c'est une personne qui vient au Canada dans l'intention d'y habiter de façon permanente. C'est une personne qui veut donc devenir canadien après un certain temps. Puisque le Canada est un pays démocratique, libre et très sécuritaire, beaucoup de personnes veulent devenir immigrants. Il y a différentes catégories d'immigrants, différentes sortes. Parmi les catégories d'immigrants, nous retrouvons surtout les immigrants économiques. Ces immigrants sont des personnes qui aident l'économie du pays. Il y a aussi les immigrants qui viennent par regroupement familial, c'est-à-dire qu'ils ont un membre de leur famille au Canada et qu'ils veulent le suivre. Il y a aussi une catégorie d'immigrants qui sont des réfugiés. Nous en parlerons plus tard. Et finalement, d'autres sortes d'immigrants souvent acceptés pour des raisons humanitaires. Les immigrants économiques sont les plus représentés dans l'immigration, 55%, puis le regroupement familial compose 28%, alors que les réfugiés ne sont que 13%. Voyons plus en détail ce qu'est un immigrant économique et ce que ça signifie pour le pays. Comme le Canada ne peut pas accepter tout le monde, il doit avoir des critères pour sélectionner les immigrants. Quand on parle d'immigrants économiques, le Canada regarde l'âge de la personne, son niveau d'études, si elle a des attaches familiales déjà installées dans le Canada, si la personne parle français ou anglais, les deux langues officielles, et si elle a une certaine expérience de travail dans un domaine que le Canada recherche. Les personnes qui font une demande à l'Immigration Canada reçoivent un questionnaire. Les questions portent sur l'âge, les études, les attaches familiales, la langue et le travail. Il y a un certain nombre de points accordés par les réponses. Plus on a de points, plus on a de chances d'être accepté par l'immigration canadienne. Lisez la bande dessinée dans votre livre à la page 169 et 170. Cela résume très bien l'histoire des points qui permettent au Canada d'accepter ou de refuser des immigrants. Voyons plus en détail les objectifs précis de cette loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Tout d'abord, pour le pays, cette loi lui permet de retirer tous les avantages économiques et sociaux de l'immigration. De plus, cette loi permet de favoriser le bilinguisme, c'est-à-dire d'accepter des personnes de langue française ou de langue anglaise. Puis, elle permet de promouvoir l'intégration des immigrants. C'est-à-dire que non seulement le Canada retire des bénéfices, mais la loi est aussi faite pour que les immigrants en retirent des bénéfices. Quand on parle d'avantages sociaux, on parle surtout d'augmentation de la démographie. La démographie, c'est la population, le nombre de personnes. Les avantages économiques, c'est parce que plus il y a d'immigrants, plus il y a de travailleurs au Canada. Les travailleurs, nous appelons ça de la main-d'œuvre.
Encore une fois, le Canada ne peut pas accepter tout le monde. Donc, la loi prévoit des critères spécifiques de refus d'un immigrant. Ces critères touchent surtout la santé. Si la personne est un danger pour les autres, c'est-à-dire qu'elle a une maladie contagieuse, elle peut se voir refuser le droit d'entrer au Canada. De plus, si la santé de la personne est un danger pour la sécurité, c'est-à-dire que si la personne a une maladie mentale sévère qui est un danger pour la sécurité des Canadiens, elle peut se voir refuser le droit d'immigrer. Et aussi, si la maladie est trop lourde pour les services sociaux, c'est-à-dire que la personne a besoin de traitements qui coûteraient trop cher au Canada. Il est important de préciser que la loi ne permet aucune discrimination envers la race, la religion ou l'origine d'une personne qui demande à immigrer. Il faut savoir que dans le passé, on favorisait les personnes d'origine britannique, c'est-à-dire qui parlaient anglais, ce qui n'est plus le cas depuis la loi de 2002. Nous allons maintenant nous intéresser à la partie de la loi qui parle des réfugiés. Il faut savoir que les réfugiés viennent de presque partout sur la planète où ils sont persécutés ou torturés ou brimés dans leur pays. Ils demandent alors asile, c'est-à-dire à habiter un pays plus sécuritaire, comme le Canada. En 1951, le Canada signait la Convention des Nations Unies. C'est une convention qui disait que les pays plus sécuritaires devaient ouvrir leurs portes aux personnes qui étaient brimées dans leur pays, c'est-à-dire maltraitées. Entre 1950 et 1960, pendant une dizaine d'années, le Canada accepte donc des personnes victimes de crises à travers le monde. Les crises, ce sont des guerres ou même des génocides. Cependant, à partir des années 70, le Canada décide de s'intéresser à toutes les demandes de réfugiés, même si les crises ne sont pas actuelles. C'est-à-dire que si quelqu'un se fait persécuter dans son pays, mais que le pays n'est pas en crise, il peut être accepté à tout moment au Canada. Explorons ensemble les objectifs de cette loi. Un des objectifs premiers de la protection des réfugiés, c'est effectivement de sauver la vie des personnes, car ces personnes sont en danger de mort dans leur pays. Mais c'est aussi de faire profiter des idées humanistes du Canada. Les idées humanistes, c'est de croire que l'humain a le droit à la justice, à l'égalité et à la sécurité. Aussi, cette loi permet de protéger les personnes qui sont persécutées ou victimes de torture et beaucoup d'autres choses dans leur pays d'origine. Rappelons-nous maintenant qu'au Canada, nous avons la Charte des droits et libertés. Cette charte influence les lois qui sont créées, ou elle peut changer les lois si la loi ne respecte pas un des articles de la charte. Voyons plus précisément quelle influence elle a pu avoir sur la loi de 1976 et la loi de l'immigration de 2002. Pour voir cette influence, nous allons étudier l'exemple de l'arrêt Sin. Cette histoire qui a marqué le Canada s'est déroulée dans les années 1985. Un Indien, du nom de Sanam Singh, a fait une demande d'asile pour avoir le statut de réfugié et être accepté au Canada. Le Canada, après avoir étudié son dossier, a refusé M. Singh. M. Singh s'est battu en cour de justice pour pouvoir avoir le droit d'expliquer son cas devant la cour. Malheureusement, selon la loi de 1976 de l'époque, elle ne permettait pas aux demandeurs de plaider leur propre cause devant le tribunal. Après avoir étudié toute la cause, le 4 avril 1985, la Cour suprême, qui se basait sur la Charte des droits et libertés, annule cette partie de la loi de 1976. Effectivement, dans l'article 4 de la Charte, il est bien dit que chacun a le droit à la sécurité, à la vie,
à la liberté et à la justice. Durant cette cause, la Cour suprême définit chacun comme étant toutes les personnes qui sont sur le territoire canadien. Effectivement, Sanam Singh était sur le territoire canadien. Je vous suggère d'écouter Georges Bahia sur YouTube qui s'exprime sur les impacts de l'arrêt Singh. Les résultats de cette affaire ont été que maintenant, les demandeurs d'asile, ceux qui demandent le statut de réfugié et d'être acceptés par le Canada, peuvent plaider personnellement leur cause devant une cour canadienne. Puisque toutes ces demandes auraient engorgé nos tribunaux, le Canada a créé la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui sont des tribunaux spécialisés pour écouter les demandes de réfugiés. Le troisième résultat de cette affaire est que le Canada s'engage maintenant à donner le minimum nécessaire pour vivre aux réfugiés qui attendent la réponse du Canada. Maintenant que nous avons vu plus en détail les critères de sélection des immigrants et les raisons pour lesquelles le Canada a des lois sur l'immigration et les réfugiés, il est intéressant de se demander où vont ces personnes une fois qu'elles arrivent au Canada. Cette carte du Canada, tirée de votre manuel, montre clairement que les immigrants se dirigent souvent vers Toronto, Montréal ou Vancouver. Le Canada a donc été dans l'obligation de créer des programmes qui permettent aux immigrants de se rendre dans d'autres régions du Canada. Un de ces programmes s'appelle le programme des candidats des provinces. Ce programme permet aux provinces de préciser les compétences qu'elles recherchent chez les travailleurs qui viennent de l'immigration. Aussi, ça permet aux provinces d'ouvrir des bureaux d'immigration à l'étranger afin d'attirer la population qu'elles désirent avoir dans sa province. Cela permet aux provinces d'augmenter leurs chances d'avoir des immigrants. Cependant, le Canada ne peut pas imposer à un immigrant d'aller habiter dans un certain endroit. Une autre action que le Canada a posée pour augmenter l'immigration dans différentes régions est l'accord Canada-Québec. Cet accord permet à la province de Québec d'accepter de sélectionner elle-même un certain pourcentage de l'immigration canadienne. Elle permet aussi au Québec d'augmenter l'immigration francophone. Finalement, grâce à cet accord, le Québec peut exiger que les immigrants qui s'installent dans cette province apprennent le français en passant à travers une école de francisation. Bien que l'immigration soit considérée comme une chose positive pour le pays qui accueille ainsi que pour les immigrants, l'arrivée massive d'immigrants peut déranger les peuples déjà installés dans le pays. Dans notre pays, cela concerne les autochtones et les francophones. Du côté des autochtones, leur taux de main-d'œuvre est très bas, c'est-à-dire que par rapport à leur population, ils occupent peu d'emplois au Canada. De plus, leur condition de vie n'est pas très bonne. Cela a donné naissance à la résolution numéro 49 entre le gouvernement du Canada et les Autochtones. Cette résolution demande que le Canada s'occupe de la qualité de vie des Autochtones. De plus, les immigrants ont obtenu avec cette résolution que le Canada leur demande leur avis en matière d'immigration lorsqu'une loi ou une politique est créée. Du côté des francophones, l'immigration a longuement été négative puisqu'on favorisait les personnes de langue anglaise. Depuis quelques années, les lois sur l'immigration favorisent la prise en charge des immigrants francophones dans les régions à majorité anglophone. De plus, il y a la création des CAE, c'est-à-dire des centres d'accueil et d'établissement. Ces centres permettent aux francophones de bien s'installer quand ils arrivent dans une région majoritairement anglophone. Il est maintenant temps de rassembler toutes vos connaissances sur le chapitre 5 et de répondre à la question de chapitre. Les lois et les politiques d'immigration au Canada répondent-elles adéquatement aux problématiques en matière d'immigration ?